Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'avoir choisi cette session qui est juste après le lunch, donc c'est un time slot qui n'est pas nécessairement facile pour le speaker, je vais devoir vous garder réveillé, c'est pas le moment de faire la sieste, en plus il n'y a pas beaucoup de lumière là, donc on va essayer de garder votre intérêt pendant les 45 minutes qui viennent. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ceci? Ouais, des Mac Mini. C'est une ferme de build, d'intégration continue, de CI/CD chez un de nos clients. Avant, il y a plus de 2 ans, mais c'est une vraie ferme de prod chez un de nos clients, une grande société sur Internet qui construit des applications et qui, dans un coin de leur placard, ont une étagère avec 4-5 Mac Mini. Le client me disait, quand on a pris cette photo il y a quelques années, que c'était l'équivalent d'un demi-plein temps pour gérer ces Mac Mini, parce que les développeurs veulent toujours réinstaller une nouvelle version d'Xcode pour tester la bêta d'iOS, machin, il faut réimager, etc. Alors il y a de l'automatisation qui est possible sur Mac, évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui sont manuelles aussi, en plus il n'y a pas d'écran là, donc ça amène des complexités différentes. Donc il doit y avoir un moyen plus scalable, plus cloud de faire tout ça, et c'est de ça qu'on va parler dans cette session, avec cette session qu'on a appelée « Un Mac dans le cloud, pourquoi faire ?» Et la réponse, sans spoiler les 45 prochaines minutes, c'est essentiellement du CI/CD, c'est des usages de développement, et on va voir ce que c'est que le CI/CD sur Mac dans le cloud. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis développeur advocate chez AWS depuis une petite dizaine d'années maintenant. Presque 10 ans. Peut-être que vous connaissez ma voix aussi, je suis l'auteur du podcast AWS en français. Si vous aimez bien apprendre en écoutant, sous la douche, en faisant votre jogging ou en conduisant, vous pouvez vous abonner au podcast AWS en français. Tous les vendredis matins, il y a un nouvel épisode et c'est disponible dans toutes les applications de podcast. Et puis je serai accompagné tout à l'heure par Thibaut Rabalan, qui travaille chez Flowbird, qui vous expliquera comment Flowbird fait du DevOps sur Mac dans le cloud également. Alors, quand je vais parler à des clients et qu'on parle de DevOps sur Mac, qu'on parle de développement d'applications iOS, iPadOS, je vais dire iOS pour faire simple, mais c'est iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, tous les OS d'Apple. Ils nous disent toujours qu'il y a une série de challenges auxquels tous les clients sont confrontés. Et le premier, c'est la gestion du matériel. C'est arriver à gérer cette ferme, vous savez, la première photo que vous avez vue, les Mac Mini qui arrivent, qui rentrent, les nouveaux modèles, les réinstallations, etc. Le deuxième challenge, il n'est pas tellement lié au cloud, il est lié à l'automatisation en général, c'est d'automatiser la chaîne de build, parce qu'Apple a fait un boulot relativement fantastique pour rendre les choses faciles, et c'est vrai, quand on a un écran devant nous, on clique build dans Xcode, et ça compile, ça signe, ça déploie, presque tout seul, c'est magique. Mais quand on se retrouve juste en SSH, en ligne de commande sur un Mac, c'est un poil plus compliqué et c'est pas documenté. Donc il y a moyen d'automatiser tout. Je vais donner quelques hints ici, je vais vous donner des pistes, des choses auxquelles vous devez faire attention si vous voulez automatiser vos builds. C'est pas spécifique à AWS, mais c'est assez difficile de faire une chaîne de bout en bout, et Thibaut pourra en parler également. Et puis, si vous êtes client AWS, et le dernier point est très spécifique à AWS, c'est comment j'intègre mes Mac de développement, de build, avec le reste de mon infrastructure. Vous travaillez peut-être pour une banque qui a des processus d'audit, de compliance, vous avez des VPC, des réseaux AWS qui ont été approuvés, il y a les bons firewalls au bon moment, il y a les bonnes règles pour gérer les priorités. Comment est-ce que les priorités, pardon, les permissions, et comment est-ce que vous intégrez un Mac dans cet environnement cloud qui est normalement approuvé par le reste de la société. Voilà, le Mac dans le placard, ça suffit pas parce qu'il n'a pas accès au réseau, il n'a pas accès aux autres services, à moins de devoir déployer des access keys, des secret keys, des choses comme ça, des choses qu'on ne veut pas faire en termes de sécurité. Donc ça, c'est les 3 challenges, et je vais essayer d'adresser ces 3 challenges dans les quelques minutes qui viennent. Le premier, c'est obtenir un Mac. Bonne nouvelle, depuis 2 ans, il y a moyen d'avoir des Mac dans le cloud. Donc c'est en 2021, si je ne me trompe pas, Amazon a annoncé les instances EC2 Mac. Et les instances EC2 Mac, c'est un Mac et une instance EC2 en même temps. Donc c'est tout ce que vous aimez bien, que vous connaissez depuis 16 ou 17 ans maintenant sur EC2, qui s'applique à un Mac. Ça veut dire que vous pouvez avoir une API qui fait un start, qui fait un stop, vous avez un volume EBS pour booter votre système d'exploitation, vous pouvez faire un snapshot de ce volume, vous pouvez faire une EMI, c'est une image disque qui sert à rebooter d'autres machines, vous pouvez le mettre dans un VPC, vous pouvez avoir des security groups, vous pouvez utiliser le user data pour customiser après le boot. Enfin bref, tout ce que vous aimez bien sur EC2, c'est là, mais sur un Mac, il y a même le System Manager Agent, donc on peut même se connecter sans SSH,
Sans security group, on peut exécuter des scripts à distance sur sa flotte de Mac. Alors comment ça marche? Si on lève le capot et qu'on va regarder dans nos data centers, ça marche comme ça. Ça, c'est une vraie photo d'un rack pris avant de mettre dans nos data centers. Et ce qu'on a fait, on a acheté des Mac mini, des centaines de Mac mini. On a été à l'App Store du coin, l'Apple Store du coin. Non, c'est un peu plus industrialisé que ça. Mais on a mis des centaines de Mac mini dans nos racks et on a connecté ces Mac mini à une carte électronique qui se trouve ici à l'avant et dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle AWS Nitro. Nitro, c'est la technologie qu'AWS a développée depuis plusieurs années pour virtualiser nos serveurs. Donc, tout au début, on utilisait Xen. Maintenant, on utilise Nitro, qui est une technologie propre à AWS, qui est un mix d'hardware et de logiciels pour virtualiser les accès au réseau, pour virtualiser les accès EBS, etc. Et donc, techniquement, le Mac est connecté par le port Thunderbird sur la carte Nitro. Et c'est la carte Nitro qui permet de connecter ce Mac à un VPC, de le faire booter sur un volume EBS, de lui mettre un security group, etc. Donc la magie de la virtualisation, elle est dans cette carte Nitro. Enfin, c'est pas de la virtualisation, mais de l'accès au reste de l'infrastructure AWS. Elle se trouve dans cette carte Nitro. Et le Mac, finalement, il est au courant de rien. Lui, il démarre, il vit sa vie de Mac. Il fait ses I/O réseau et ses I/O disques à travers le port Thunderbolt, comme il pourrait le faire sur votre bureau si vous avez un disque externe ou une carte réseau externe. La seule grosse différence, c'est que les termes et conditions des licences d'utilisation d'Apple sur macOS nous interdisent de faire de la virtualisation. Donc, quand vous démarrez une instance EC2 Mac, au fait, vous avez tout le Mac pour vous. Il n'y a pas de virtualisation. Vous avez l'usage exclusif et entier de cette machine pour la durée de temps où vous allez l'utiliser. Alors ça, c'est pas un concept qui est nouveau sur AWS. Si vous êtes sur AWS depuis assez longtemps, vous avez déjà entendu parler des dedicated hosts. Vous pouvez avoir la même chose sur Windows pour des questions de licence en général, ou de Linux en général pour des questions de compliance. En gros, vous réservez une machine, une baie, un rack pour vous, et vos instances, vos virtual machines, Linux ou Windows, démarrent sur cette machine physique que vous avez réservée. Et bien sûr, le Mac, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de virtualisation. Donc vous réservez une machine, et c'est la première étape du process. Avant de démarrer une instance, on doit acquérir une machine. Donc je fais un allocate host, ça peut se faire dans la console, pour être un peu plus geek, je vous l'ai mis dans la ligne de commande, mais c'est le process par lequel vous allouez un Mac mini pour vous. Globalement, à partir de ce moment-là, le Mac mini, il est pour vous, il n'y a plus que vous qui pourrez l'utiliser jusqu'au moment où vous allez le relâcher. Une fois que vous avez alloué le host, c'est run instance comme d'habitude. Là aussi, vous pouvez le faire dans la console. Je l'ai fait avec la ligne de commande, mais ça marche avec Terraform, avec CloudFormation. Et je l'ai déjà dit au début, mais tout ce que vous connaissez sur EC2 est toujours valable. Si vous voulez mettre une clé SSH, si vous voulez le mettre dans un VPC, mettre un security group, une policy AEM, tout ça, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est cette troisième ligne-là, placement host ID, avec le host ID que vous avez reçu à l'étape précédente. Et puis le type de machine, on a du Mac 1 métal et du Mac 2 métal. Je vais expliquer la différence dans une seconde. Ça va? J'ai tout le monde avec moi? Alors, le matériel, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai montré, c'est du Mac mini. Et Apple ne construit pas des trucs spécifiquement pour nous. Donc vous allez sur le site d'Apple, vous regardez les specs techniques d'un Mac mini, vous allez retrouver exactement la même chose. On a deux modèles. Les instances Mac 1 Metal, ce sont les Mac mini de 2019, je crois, enfin la dernière génération avec les processeurs Intel. Et puis on a les Mac 2 Metal, qui sont la dernière génération de Mac mini avec les processeurs, enfin c'est pas la dernière génération, la génération 2020 avec les processeurs M1, donc le Apple Silicon. Donc vous avez le choix entre du x86 ou du M1. Sur le M1, il y a 8 cœurs, 4 cœurs CPU, 4 cœurs GPU, 16 Go de mémoire, 10 gigabits de bande passante et 8 gigabits de bande passante vers Amazon EBS, donc les volumes, et puis le chipset de Nitro qui permet l'accès au réseau et l'accès au volume EBS. Vous pouvez attacher plusieurs volumes EBS, comme vous le faites sur Linux, et vous pouvez attacher plusieurs interfaces réseau, des ENI, Elastic Network Interface, ce sont des cartes réseau virtuelles. C'est comme moi, vous avez des cheveux blancs, vous vous souvenez peut-être des cartes 3Com, PCI qu'on allait mettre dans les PC, c'est le même principe, mais dans le cloud. Ce sont des cartes qu'on peut aller plugger sur les Mac mini, enfin, virtuellement.
Donc vous démarrez votre Mac Mini avec la console ou la ligne de commande ou des scripts, etc. Vous pouvez le mettre dans un VPC, vous pouvez y associer une clé SSH publique. On supporte les 3 dernières versions de macOS, majeures de macOS. Donc à l'heure où on parle là maintenant, c'est Big Sur, Monterey et Ventura. Et puis quand il y aura le prochain, on laissera tomber Big Sur et il y aura le prochain. Et pour chacun d'eux, on supporte la dernière version mineure. Et on préinstalle toute une série de choses sur les EMI. Donc il y a l'OS d'Apple tel quel, mais on installe aussi évidemment les drivers qui permettent de parler à la carte Nitro, donc les drivers réseau, c'est quasiment obligatoire, la ligne de commande, la CLI, les agents CloudWatch, les agents SSM, Homebrew est installé aussi, donc Homebrew c'est un gestionnaire de package sur AWS, et EC2 macOS Init, si vous connaissez EC2 sous Linux ou sous Windows, c'est l'équivalent de Cloud Init. Donc c'est le process qui permet d'initialiser votre machine au début, de lui assigner une adresse IP, de configurer le time server, etc. et d'exécuter le user data. Donc vous pouvez passer un script au démarrage qui sera exécuté en tant que root au premier boot, exactement comme sous Linux. macOS Init, c'est en open source, vous pouvez aller voir comment ça marche. C'est disponible sur le GitHub d'AWS. Alors vous allez me dire combien ça coûte. Ça coûte un certain prix. On va pas se cacher, hein, soyons honnêtes. La bonne nouvelle, c'est que les instances Mac 2 Metal basées sur les chipsets M1 d'Apple sont beaucoup moins chères que les instances x64 équivalentes parce qu'elles nous coûtent moins cher à l'achat et c'est la longue tradition d'AWS. Quand quelque chose nous coûte moins cher à l'achat, on vous repasse ces économies également. Donc le prix est beaucoup moins, enfin jusqu'à 40% moins cher que Mac 1 Metal. Il y a une spécificité dans le pricing, ce sont des dedicated hosts, vous vous souvenez, ce ne sont pas des machines virtuelles, et donc le pricing est attaché au dedicated host. C'est à partir du moment où vous allouez le Mac Mini pour vous que la facturation commence. Après, vous pouvez démarrer, l'arrêter, mais même s'il est arrêté, vous continuez de payer, parce que le matériel est réservé pour vous, il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser. Et on arrête la facturation quand vous relâchez le dedicated host. La facturation se fait par seconde, donc si vous... Au moment où vous arrêtez le dedicated host, on arrête le compteur de facturation, avec malheureusement un minimum, et là aussi c'est une contrainte des licences d'utilisation d'Apple macOS, un minimum de 24 heures. Donc quand vous allouez le dedicated host, vous ne pouvez pas le relâcher après 24 heures, et donc vous payez minimum 24 heures, et puis après vous pouvez le relâcher quand vous voulez, et vous payez à la seconde. D'accord ? Donc c'est à la seconde, mais avec un minimum de 24 heures imposé par les licences macOS d'Apple. Évidemment, si vous avez des machines que vous gardez longtemps, utilisez des saving plans, et Thibaut va en parler également. Donc les saving plans, si vous ne connaissez pas le principe, l'idée c'est de vous engager à une certaine consommation de calcul EC2 à l'année ou sur 3 ans, de payer une partie ou tout upfront avant, et en échange de cet engagement, vous avez un discount sur l'ensemble de la consommation EC2, pas que le Mac, mais vous pouvez avoir jusqu'à 44% de discount en utilisant un saving plans comparé à des prix à la demande. Voilà, on a évacué le pricing, comme ça c'est fait, mais si vous avez des questions après, évidemment, je serai ravi de répondre aux questions. Donc souvenez-vous les 3 problèmes que les développeurs iOS ont quand il s'agit de faire du build automatisé du CI/CD. Le premier, c'est obtenir du matériel. Et bien voilà, avec ces 2 Mac, il est très facile maintenant d'obtenir 1, 2, 3, 4, des dizaines, des centaines. On a des clients qui lancent plusieurs centaines de Mac et qui ont des fermes de build assez conséquentes. Le deuxième challenge, c'est automatiser le build. Et là, ça n'a rien à voir avec AWS, que vous soyez chez AWS ou avec un Mac en dessous de votre bureau. Si vous voulez automatiser un build juste en SSH et sans écran, vous allez vous casser les dents à certains endroits de la chaîne parce que c'est pas super bien documenté. Tout est automatisable. Au final, un Mac, c'est une vraie machine Unix. Hein, c'est un Unix BSD en dessous. Tout est automatisable, mais tout n'est pas super bien documenté. Et quand vous allez fouiller sur Internet, vous allez trouver des vieux blogs où il y a une partie de la solution, des réponses Stack Overflow, il y a une autre partie de la solution, mais il y a des trucs qui marchent plus, etc. Et tout remettre ensemble, ça prend un peu de temps. Builder, ça c'est assez simple. Xcode Build. Xcode, c'est l'outil qui permet, l'outil de ligne de commande fourni par Apple qui permet de builder. On donne le nom de son projet, le nom du schéma, est-ce que je build pour debug ou release. Et voilà, ça c'est la partie relativement facile. La partie plus difficile, c'est que pour distribuer une application iOS, il faut qu'elle soit signée. Ça permet aux gens qui vont télécharger l'application sur l'App Store de vérifier qu'elle vient vraiment de vous, et ça permet à Apple de vérifier que ça vient vraiment de vous également. Et ce processus de signature, quand on le fait en SSH uniquement en terminal, il est un poil
comment dire c'est pas facile. En gros, on peut se casser les dents. En gros, il y a 4 étapes. Ce qui marche bien, c'est à chaque build, je crée une keychain privée. La keychain, c'est une espèce de base de données sécurisée qui se trouve sur le Mac. C'est là que le Mac enregistre. Si vous utilisez des Mac, c'est là qu'il enregistre votre mot de passe quand vous enregistrez votre mot de passe sur un site web, etc. Donc, créer une keychain privée, il faut un peu la massager, lui donner la masser pour donner les bons paramètres à la keychain pour que les autres outils puissent y accéder, donc les paramètres de permission d'accès à la keychain. Il faut importer votre certificat de signature. Alors, où est-ce que vous allez le mettre? Si vous êtes client AWS, typiquement dans Secret Manager ou dans Parameter Store, ce sont des bons endroits pour aller mettre des secrets. Et donc, aller télécharger ces secrets, les mettre dans la keychain. Importer le certificat racine, parce que votre clé elle est signée par toute une chaîne de certificats générée par Apple. Cette chaîne, elle arrive toute seule dans votre Mac quand vous utilisez Xcode. Vous faites signature et pouf, ça marche. Mais vous ne voyez pas tout ce qu'Xcode fait en dessous pour vous. Et notamment, aller chercher les bons paramètres root. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire manuellement également quand vous buildez en ligne de commande. Et donc, bien configurer les permissions d'accès. J'ai un script shell qui fait ça. Je vais vous donner l'adresse de mon repo GitHub après. Si vous voulez aller regarder comment faire, j'ai un script qui fonctionne de A à Z, où vous voyez les bons paramètres, comment interagir avec le Secret Manager pour avoir vos clés. Et puis, il faut installer un agent de build aussi. Il faut un espèce d'orchestrateur, un chef d'orchestre. Typiquement, vous allez utiliser GitLab, GitHub, CircleCI, CodePipeline peut-être, quoi qu'il n'y a pas d'agent pour Mac pour le moment. Là aussi, il y a quelques spécificités, parce que souvent les docs, elles assument que vous avez une interface graphique, et quand vous n'avez pas d'interface graphique, ça ne se comporte pas exactement de la même manière. Je ne vais pas rentrer dans les détails des 4 trucs-là. Vous prenez la photo, vous venez me voir après. Mais il y a un tout petit peu de paramétrage à faire aussi pour que ces agents puissent fonctionner automatiquement au démarrage de la machine avec suffisamment de privilèges pour pouvoir manipuler la keychain et lancer d'autres commandes. En gros, ça donne ça. On a les développeurs en haut à gauche, on écrit notre code dans Xcode sur notre laptop, on git commit, git push. Quand on git push, il y a l'agent. Alors là, j'ai mis celui de GitLab, mais ça marche aussi avec GitHub et avec CircleCI qui déclenche un workflow. Alors le workflow, vous allez le customiser selon vos besoins. Pour moi, souvent, ce sont des applications avec Amplify. Amplify, c'est un service d'AWS qui fait que c'est très facile de développer des applications mobiles qui consomment des services dans le cloud. J'ai une session Amplify un peu plus tard cet après-midi. Je fais juste un peu de pub pour l'autre session, si vous voulez aller voir ça. Mais typiquement, la première étape consiste à télécharger la configuration d'Amplify pour que l'application sache où se trouve son back-end, préparer la keychain, donc télécharger vos secrets, votre certificat de signature, des root certificates d'Apple, etc. Moi, j'utilise Secret Manager pour faire ça. Ensuite, une phase de build. Là, rien à dire, c'est plutôt standard. On build. Phase de test, typiquement en test, vous avez 3 différentes possibilités. Il y a les tests unitaires qui tournent dans un simulateur, qui peuvent être exécutés sur EC2 Mac également. Il y a les tests d'interface graphique. Vous pouvez, vous, développeurs, écrire des tests qui vont simuler des touches à gauche et à droite pour simuler l'utilisation d'interface graphique. Ces tests vont fonctionner dans le simulateur également. Mais souvent, vous voulez aussi tester sur des vrais devices. Et là, je sors un peu du contexte C2 Mac, mais il y a un service sur AWS qui permet de faire ça aussi, qui s'appelle Device Farm. Et comme son nom l'indique, c'est une ferme de devices. Donc, vous imaginez des étagères avec des dizaines, des centaines de téléphones Android et iOS de toutes les tailles, de toutes les versions d'OS. Alors, peut-être pas toutes, mais beaucoup en tout cas. Donc, si vous avez un projet et des devices qui sont alloués à votre projet sur Device Farm, vous pouvez, depuis votre instance de build, déclencher un script qui va lancer votre programme de test sur des vrais devices dans Device Farm. Ça prend un peu de temps, le temps de le démarrer, d'installer votre app, de tourner les tests, d'extraire les logs, de nettoyer les devices. Sur des exemples simples, ça me prend 20-25 minutes. Mais Device Farm me donne un log d'exécution, me donne une vidéo d'exécution aussi, donc je peux voir ce qui s'est passé à l'écran, si jamais je peux voir les simulations de touch et voir l'enchaînement des écrans. Ensuite, il faut déployer. Déployer dans le monde Apple, c'est envoyer sur TestFlight, qui est l'application d'Apple qui permet de distribuer des bêtas. Là aussi, il y a moyen de faire ça en ligne de commande. Il faut s'authentifier évidemment sur son compte Apple. Et puis TestFlight va distribuer, tiens j'ai oublié d'enlever le bord blanc à l'icône, va distribuer l'application à vos bêta-testeurs, et souvent la dernière étape c'est nettoyer, effacer la keychain, effacer les artefacts de build, etc. pour resetter la machine pour le prochain build. Intégrer des services AWS très rapidement, c'est une instance EC2. Donc tout ce que vous connaissez de C2 fonctionne. Vous pouvez définir des permissions dans IAM,
attacher ces permissions au Mac. Et à partir de là, tous les process qui fonctionneront sur le Mac auront accès à des clés Access Key, Secret Key temporaires, limitées aux permissions que vous avez définies, qui permettent ainsi d'accéder à des services comme Secret Manager, comme S3, si vous voulez mettre les binaires de votre application sur S3, par exemple, ou si vous voulez interagir avec d'autres services. Typiquement, des permissions pour accéder à Secret Manager, une politique d'accès serait dans le verbe action, là au milieu, mettre Secret Manager Get Secret Value, ça c'est l'API que vous allez autoriser. Sur quelles ressources? Sur tous mes secrets qui commencent par Apple, avec une petite astérix derrière, en ayant remplacé la région et le numéro de compte, évidemment. J'attache cette politique-là à mon instance EC2 Mac, et à partir de là, automatiquement, la ligne de commande, les SDK, votre code va obtenir des access keys, secret keys temporaires. De nouveau, il n'y a rien de spécifique au Mac là. C'est juste pour vous dire que ce que vous connaissez sous Linux et Windows fonctionne exactement de la même manière avec des instances EC2 Mac. Donc pour aller mettre mon secret dans Secret Manager, j'utilise depuis mon laptop la ligne de commande AWS Secret Manager Create Secret et je mets ma clé de signature des binaires Apple. Je peux mettre mon user ID du compte développeur Apple. Je peux mettre mon mot de passe là également. Et puis, dans ma chaîne de build, sur la machine EC2 Mac, j'utilise aussi la ligne de commande AWS CLI, Secrets Manager, Get Secret Value, et ma machine a l'autorisation, si j'ai attaché la bonne permission IAM, pour aller rechercher les secrets dont elle a besoin pendant le build, typiquement ma clé de signature des binaires. Ça va? Je ne vous ai pas noyé? Alors, quoi de mieux pour illustrer ça que de demander à quelqu'un qui le fait vraiment, parce que moi je fais des démos et des présentations, mais Thibaut et son équipe le font pour de vrai, au quotidien. Et donc je laisse Thibaut expliquer comment vous utilisez les Mac EC2. Merci. Et ça n'a pas été facile. Donc effectivement, donc je suis là pour témoigner. On m'a demandé de venir témoigner parce que l'année dernière, on a mis ça en place. On a intégré des EC2 Mac dans la chaîne d'intégration continue pour Flowbird. Donc moi, je suis responsable de tout ce qui est technologie et framework chez Flowbird. Je m'occupe depuis les architectes jusqu'au SRE et au run, sur toute la chaîne. Et en grande partie, j'ai la CI/CD. Je vais vous dire quelques mots sur Flowbird d'abord, parce que vous avez peut-être pas... Bon, je ne pense pas qui connaît Flowbird ici. Bien. Quand même. Ouais. Quand même. Et en fait, Flowbird, je pense que tout le monde s'en sert. Tout le monde donne un petit peu à Flowbird, toutes les semaines. Tout le monde participe à la sauvegarde de mon pouvoir d'achat, ce qui est très gentil. Parce qu'en fait, on a 70% du marché du stationnement sur voirie. Donc tous les horodateurs, par exemple en France, on a 80% du marché des horodateurs. Donc si vous avez une voiture et que vous payez votre parking, on touche un petit peu. Et pareil, si vous prenez le train, on a 95 000 systèmes billettiques pour les transports. Si vous payez le Transilien pour venir ici, on touche un petit peu. On fait des systèmes billettiques pour le parking et pour le transport. Et dans ce cadre-là, vous voyez, on a plus de 4000 villes dans le monde. On vous a mis des jolies photos sur 80 pays. Et pour gérer tout ça, on a aussi des applications mobiles. Soit sur Android, sur Apple et un petit peu sur Windows. On fait pas que ça. Donc on fait du stationnement sur voirie, on fait aussi du stationnement de la recharge de véhicules électriques. On fait pour le transport, on fait ce qu'on appelle du lockout-based ticketing, de la gestion de toute la billettique, l'équivalent du Navigo sur Paris. Et pour gérer tout ça, on a des systèmes des architectures ouvertes qui sont déployées soit en SaaS, sur Kubernetes, soit chez les clients, sur Kubernetes aussi. Et on a une chaîne d'intégration continue, forcément. Et on a des problèmes avec le Mac. Alors, pour le côté système, ça marche comme ça chez nous. Donc on est sur Bitbucket. On utilise Argo Workflow pour tout ce qui est la CI, tout ce qui est pour builder les applications, pour builder les containers. Après, on teste avec Scaffold, on fait les tests automatiques dessus. On teste tout ce qui est UI, tout ça, avec du robot framework. On déploie sous Nexus et ensuite il y a Argo CD qui déploie sur différents environnements. On est en GitOps, ça marche très bien. On utilise du trunk-based développement, des tests automatiques, la livraison continue.
Et on déploie en automatique sur les environnements, les nôtres, et chez le client aussi. Donc ça, c'est super. Ça tourne bien, ça ronronne. Et quand on passe au mobile, on a un souci. Alors sur Android, pareil. Bitbucket, Argo Workflow, Fastlane, qui gère le build sur les machines. Nexus, on n'a pas encore les tests automatisés, on n'a pas notre farm de tests, mais on y travaille. Et ensuite, on déploie. Par contre, le Mac, donc tout ça, c'est géré dans le cloud. Et sur le Mac, on avait un souci. Le Mac de build, il était dans un tiroir sous le bureau. Et je pense que c'est le cas chez beaucoup, parce que moi, j'ai demandé à mes DevOps, qui ont eu des vies antérieures, et ils m'ont dit à chaque fois, c'est un Mac sous le bureau. Il y en a qui ont un Mac sous le bureau? Et donc moi, j'ai cherché autre chose. Je me suis dit, oh, il y a sûrement moyen de mieux faire. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai regardé. On a regardé, on a essayé... on a regardé sous Linux. Hein. Il y a des tutos sur comment est-ce qu'on peut builder du Mac sous Linux. Mais c'est pas facile. On a regardé, on n'a pas essayé. Il y en a d'autres qui ont essayé pour nous. Et puis effectivement, on a vu qu'il y avait du EC2 Mac maintenant. On s'est dit, c'est bien. EC2 Mac, on peut faire ce qu'on veut. On va le gérer comme tout le monde, et puis on va arrêter de s'occuper de la petite bête qui est sous le bureau, et on va essayer de gérer les Macs comme si c'était du Cattle. Hein, si on reprend l'analogie DevOps, Cattle versus Pets, actuellement, les Macs sous le bureau, c'est des pets. Hein. On essaye de les garder en vie. Là, on va essayer de faire en sorte qu'on les gère comme tout le reste. Et donc, on est parti là-dessus. Alors, clairement, on a commencé interface graphique, on s'est connecté, on a lancé, pas de problème, ça build très bien. Et là, on a passé 2 semaines, plein temps, on n'a pas réussi à automatiser le build. En SSH, là on a galéré. Et clairement, j'ai eu un DevOps qui était au point de rupture, qui était en mode ça marche pas, pas moyen d'automatiser Apple, quoi. Et là on a eu un coup de main d'Amazon, et ils ont passé une journée avec nous. Clairement, on a mis les mains dedans, ils sont venus avec nous, et puis on a réussi à faire marcher le truc. Et du coup, on a réussi à faire tourner toute la CI/CD sur Mac, enfin avec le Mac au milieu, et comme si on était sous Linux, quoi. Donc du coup, il y a juste la partie construction de l'image qui change, et derrière, tout est pareil. Donc là-dessus, grand merci à Amazon, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et on a eu un bonus, parce que genre, un mois et demi après, la petite bête dans le bureau, elle est morte. Elle a surchauffé, et derrière, c'était vraiment pas de combat, parce qu'il y a tout le legacy qui s'en servait pour builder. Et donc là, les devs ont commencé à builder sur leur poste à eux pour ensuite pousser à la main. Enfin, ça devenait n'importe quoi. Et je leur dis, mais c'est bon. On vous clone ce qu'on a, on change les 2-3 trucs, et puis il faut builder sur le cloud maintenant. Et donc on a basculé, et puis on a laissé le Mac. Là-dessus, je vous ai fait 2 slides sur vraiment les points qui nous ont posé problème et les avantages qu'on a trouvés. Clairement, comme l'a dit Sébastien, la configuration du build auto et la signature, là, il faut aller voir les tutos. Et je sais qu'il a prévu de sortir un blog avec tout expliqué dedans pour que ça soit beaucoup plus facile. Nous, c'est pareil, chez nous, on a tout documenté, pas à pas, on refait pas les mêmes erreurs, ça nous a pris un temps monstrueux. Il y avait un point qui était pénible, c'était au démarrage, parce que c'est du physique. Et au démarrage, ça mettait une demi-heure. Hein, quand on démarrait, le temps de réserver, de prendre tout ça, on mettait une demi-heure à pouvoir accéder au Mac. Alors a priori, c'est amélioré. Nous maintenant, on l'éteint plus, donc du coup, on s'en est pas aperçu. Mais voilà. Au début, on a essayé parce qu'effectivement, ça coûte quand même plus cher qu'un Mac. Donc on a essayé, on s'est dit, on va l'éteindre tous les soirs, on va faire comme au début de C2, c'est-à-dire qu'on les coupe, et puis on les reprend. Sauf qu'effectivement, on paye par tranche de 24 heures. Vu que nous, on le rallumait tous les jours, ça servait à rien. Donc, du coup, on a arrêté. On a réservé pour 3 ans, et puis voilà, ça divise le prix pas par 2, mais presque. Et du coup, on arrête de le couper. On a fait ça plus simple. Et des fois, on a des problèmes, parce que c'est quand même du hard. On s'est retrouvé un jour où plus moyen de se connecter dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? Tant pis, on l'a jeté à la poubelle, on a pris le volume, on l'a rattaché à une autre instance, et on est reparti, quoi. Et ça, c'est du confort. Et c'est ce qu'on attend. Donc très bien. Et du coup, on bénéficie de tout ça, tout ce qui est intégration dans l'infrastructure. Hein, clairement, les backups snapshots, on se pose plus de questions. C'est programmé. On a toute la gestion, l'intégration, la sécurité qu'on a mis en place pour les
pour toute la ferme de serveurs, donc ça c'est en place aussi. Et on bénéficie de tout ce qui est, comme je viens de vous le dire, hein, clonage, duplication, l'indépendance de défaillance. On est confort, quoi. Et du coup, on retrouve le même comportement entre Apple et Android pour tout ce qu'on build. Donc un grand succès pour nous. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est moins que de gérer tout ça au niveau manuel. Et puis j'ai une dernière ligne parce que c'était rigolo. C'est clairement on a récupéré un tiroir, donc ça c'est cool aussi. Voilà pour moi. Merci. Ouais, la raison du... J'ai un peu de temps, donc je peux me permettre de faire quelques explications en plus. La raison du démarrage lent, etc., c'est parce qu'on a un périmètre de sécurité qui est lié à l'instance. Et donc chaque fois que vous arrêtez une instance et que vous redémarrez une instance, on doit nettoyer tout ce qui est en dessous. Et nettoyer tout ce qui est en dessous sur un Mac, on a ce qu'on appelle un processus de scrubbing qui va nettoyer la NVRAM, donc la mémoire persistante, qui va nettoyer le disque dur local, parce que le Mac mini a un disque dur local, même si vous ne le voyez pas, mais vous pourriez le monter et l'utiliser aussi. Et donc tout ça doit être nettoyé. Donc à chaque fois que vous faites un stop-start d'une instance, même si vous gardez la machine pour vous, on renettoie complètement la machine en termes de sécurité, et c'est ce processus de scrubbing qui prend beaucoup de temps pour le moment. On réduit le temps, on y travaille, on a encore des idées pour améliorer le processus, mais pour qu'un stop-start soit plus rapide. Je parle bien d'un stop-start au sens de l'instance EC2, hein, dans la console ou avec la ligne de commande. Si vous faites un reboot dans le Mac, ça c'est un reboot, enfin, nous on ne sait même pas que le Mac redémarre, quoi. C'est juste le système d'exploitation qui fait son shutdown et qui fait son restart. Bien, donc 3 challenges pour faire du CI/CD sur iOS, tvOS, watchOS, iPadOS et les autres OS d'Apple. Le premier, c'est gérer du matériel. Check, on a les instances EC2 Mac qui sont là pour vous aider. Et comme Thibault l'a très bien expliqué, aller rentrer dans le reste de votre chaîne de production EC2 ou AWS en tout cas, c'est les mêmes process, ce sont les mêmes équipes, ce sont les mêmes scripts, il n'y a pas vraiment de différence. Vu d'un point de vue API AWS. Évidemment, quand on rentre dans la machine, c'est pas le même OS, hein, comme entre Linux et Windows, mais vu de l'extérieur, pour les démarrer, pour les arrêter, pour les backuper, pour les auditer, pour les contrôler, pour leur donner des permissions, c'est tout ce que vous faites déjà sur des instances EC2. Automatiser le processus de build, c'est là que vous allez vous arracher les cheveux. Thibault l'a expliqué également. On va essayer de documenter ça. On est conscient qu'il y a des lacunes dans la documentation, mais ce n'est pas une documentation AWS. C'est comment automatiser un processus de build. Ça pourrait être les gens de GitLab qui documentent ça, ça pourrait être les gens de Fastlane qui documentent ça aussi. Donc nous, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice et documenter ça aussi. Mais il n'y a rien de spécifique à AWS là. C'est un problème que vous aurez avec n'importe quel Mac sans écran, sans clavier, auquel vous connectez à distance. Et pas parce que c'est pas possible, c'est juste parce que personne n'a pris la peine de le documenter correctement. Et puis intégrer des services AWS, comme c'est une instance EC2, vous appliquez toutes les choses que vous connaissez déjà sur AWS, les permissions IAM, la ligne de commande, les appels API, etc. Et au final, vous gérez votre instance EC2 Mac comme n'importe quelle instance EC2 ou Linux dans le cloud. Voilà, on a été un peu plus rapide que prévu, il reste une dizaine de minutes. N'oubliez pas d'aller voir sur skillbuilder.aws, qui est le point de passage formation, où vous trouverez des vidéos, des tutoriaux pour vous préparer aux certifications AWS, des cours en ligne, des cours payants aussi, des cours gratuits. Donc en fonction de là où vous êtes et de là où vous voulez aller, n'hésitez pas à aller regarder skillbuilder.aws. Et je vous avais promis l'adresse d'un GitHub également. Vous allez sur github.com/sepsto, il y a plein de projets iOS. Vous allez trouver notamment un Getting Started iOS. Vous allez trouver tous les scripts de build, d'automatisation, des exemples de workflow avec GitLab, avec GitHub, avec CircleCI, j'ai aussi dans ces repos-là, pour vous montrer comment automatiser tout ça, comment manager la keychain, par exemple, quand vous automatisez vos build. Et j'avais prévu de ne pas prendre de questions, mais comme il reste 10 minutes, est-ce que vous avez des questions? On va... Hop, je vais faire passer un micro, comme ça, tout le monde...
Ouais, du coup, j'ai une petite question sur. On parlait de code pipeline tout à l'heure. Nous, par exemple, on utilise la suite code build, code pipeline. Aujourd'hui, sur code build, on n'a pas d'image qui nous permettent de builder sur Mac. Qu'on va être obligé d'utiliser du GitHub ou du GitLab ou du Bitbucket globalement. On a tout ce qui s'interface avec une machine C2 derrière. C'est dans la roadmap. C'est une question. C'est une question. Non, mais voilà, c'est un constat. Enfin, j'en suis pas sûr, mais est-ce que c'est dans la roadmap ou est-ce que vous imaginez un truc là-dessus? Oui, c'est un gap. Un gap qu'on a identifié. On sait que ni code build ni code pipeline ne supportent. On y travaille. Je ne peux pas être plus précis malheureusement que dire on y travaille. Donc je ne peux pas donner de date, etc. Mais oui, dans mon rêve à moi, un jour j'aurai code pipeline sur Mac, code build d'abord peut-être, et puis code pipeline. Code pipeline c'est différent parce qu'on peut créer des agents, donc il y a une API de code pipeline. Je sais que j'ai un collègue qui travaille sur un agent code pipeline, mais je ne sais pas si un jour il sera disponible en open source. Enfin voilà, on est au début. J'ai téléchargé les sources la semaine passée. Donc il y a des choses qui existent, mais il y aura encore un temps avant que ça soit disponible pour tout le monde. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez passer le micro là derrière et puis. Bonjour. Moi, j'ai une question plus pratico-pratique pour Flowbird. Oui. Comment vous faites pour gérer les différentes versions d'Xcode et de pouvoir build des applications à des versions différentes? J'ai pas la réponse. Ok. Moi, je peux répondre, mais pas dans le contexte Flowbird. En général, ce que nos clients font, soit ils installent plusieurs versions d'Xcode sur le même Mac, ce qui est tout à fait possible aussi, pour autant que les passes, les noms soient différents, soit utiliser des Macs différents, et notamment pour des pré-releases, etc. Il y a quand même une limite avec ces deux Macs pour le moment, c'est que les versions de bêta, les versions non officielles de macOS ne sont pas supportées, et parfois des versions release candidate d'Xcode sont liées à des bêtas. Par exemple, c'était la dernière 14, je crois, quelque chose. Il fallait absolument avoir Ventura en bêta pour pouvoir en tirer parti, et ça, c'était pas possible. Mais s'il y a moyen d'avoir Xcode, même une release candidate qui fonctionne sur un macOS officiel released, on peut avoir soit plusieurs instances, si vous avez plusieurs Mac, soit avoir plusieurs Xcode sur la même instance. Il faut juste se synchroniser, là, attention, avec les agents GitLab, GitHub, etc. J'ai développé un outil en ligne de commande qui permet d'installer Xcode aussi en ligne de commande en consommant les secrets dans Secret Manager. Donc on met son Apple ID, son password dans Secret Manager, ça je peux faire depuis mon laptop. Et puis après, cet outil permet de télécharger, d'installer Xcode sans interface graphique, y compris accepter la licence, ce qui est très pratique pour préparer des machines automatiquement avant de les mettre dans la chaîne de CI/CD. En revanche, mon outil ne supporte pas le multiversion, donc là aussi, il faut déplacer les Xcode à la main ou écrire un script qui vont les déplacer après. D'accord, merci beaucoup. Je crois que monsieur était là, ouais. Merci. Moi, j'ai une petite question. Alors, du coup, de notre côté, on a réussi le pari de changer justement celui qui est sous le tiroir, là. Et ça fonctionne très bien depuis quelques mois. Et en fait, le challenge qu'on a en ce moment, c'est qu'on a l'impression que côté EBS, sur le volume qui est rattaché, ces derniers temps, ça fait à peu près 2 semaines, 3 semaines qu'on a des problèmes de performance. Alors du coup, quand on lance le job, l'installation des dépendances marche bien. En 2 minutes, même pas en 1 minute, tout est bon, et un coup, ça monte jusqu'à 20 minutes. Du coup, on s'est dit peut-être que c'est un problème d'accès Internet ou de dépendance. On a regardé flux montant 2 gigas, flux descendant 2 gigas, c'est parfait, on est bien chez AWS. Et derrière, du coup, on s'est dit, tiens, et si on copiait des fichiers, par exemple, de garder le même, et dans le pipeline, juste de se dire, au lieu de tout récupérer, qu'on copie juste d'un endroit à un autre. Et là, même chose, on a vraiment un problème de performance sur la partie EBS. Et là, on est à peu près sûr que c'est un problème de disque. Du coup, on aimerait bien avoir, en fait, s'il y a des solutions, c'est peut-être le driver en question, ou j'ai vraiment aucune idée, mais en tout cas, c'est complètement aléatoire. Mais c'est difficile de répondre spécifiquement sur ce oui, cas-là. Il faudrait rentrer dans les détails, mais n'hésitez pas à ouvrir un ticket de support, parce qu'on est là pour vous aider, pour aller vraiment spécifiquement. De façon plus générale, vous avez le choix entre 2 types de volume EBS sur ces 2 Macs, GP2 et GP3. Je vous conseille vraiment d'aller sur GPT aussi. sur GP3, GP3, parce que ces volumes sont plus performants et moins chers, donc il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Donc la première chose que je regarderai déjà, c'est est-ce que vous êtes en GP2? Si oui, abandonnez, faites un snapshot, recréez-le en GP3 et recommencez sur GP3. On a tendance à avoir des performances plus stables aussi sur GP3 que sur
GP2. Si vous êtes déjà en GP3, j'ai franchement aucune idée. Il faut passer par le support et on va investiguer et résoudre ça. C'est pas normal, c'est pas un comportement normal de BS. Ça devrait être prédictible, les I/O BS. Ça peut peut-être dépendre temporairement d'une ESI à l'autre aussi, peut-être en essayant de changer d'ESI, de zone de disponibilité, pardon, pour voir si ça change quelque chose. Merci beaucoup. Et il y avait une question derrière vous aussi. Et puis je viens à gauche après. Enfin, à ma gauche. Oui, c'était juste une question par rapport à votre outil. Il est, je suppose, sur votre GitHub. Oui, le Xcode install, il est aussi sur mon GitHub. Merci. Sinon, c'est brew install, Xcode install. Et... Je vais porter le micro. Hop. Bonjour, en fait j'ai une question sur la partie autoscaling. Est-ce que vous gérez la partie autoscaling? Il est supporté par les instances Mac? Oui, c'est une bonne question parce que comme c'est lié à des dedicated hosts et pas à des instances, c'est un poil plus compliqué, mais il y a moyen de faire de l'autoscaling sur du dedicated host aussi. On passe par un service qui s'appelle License Manager, qui n'a pas vraiment été conçu pour faire du CI/CD sur Mac, mais qui sert à gérer des pools de licences typiquement sur Windows. Et License Manager est capable d'intégrer avec autoscaling pour allouer des dedicated hosts en général, et donc Mac aussi. Et donc, si vous cherchez sur votre moteur de recherche favori, Autoscaling, License Manager, C2 Mac, vous allez trouver un très bon article qui explique un article de blog qui explique comment faire ça. Donc, il faut configurer License Manager, c'est lui qui va allouer des instances. Attention, pour le scale down, il y a toujours la période de 24 heures minimum, donc on ne peut pas réaliser les instances avant 24 heures. Mais pour le scale up, ça pose pas de problème. Et puis pour le scale down, on les libérera après les 24 heures. Même le démarrage, ça prend à peu près 30 minutes. Le démarrage est assez long. C'est plus long qu'une instance Linux. Il faut pas je ne vais pas vous mentir ici. Je ne sais pas si tu as des expériences récentes de démarrage. Moi, j'en ai fait une ce matin. C'était 10 minutes, un quart d'heure à peu près pour avoir une instance. Donc oui, ça ne se comporte pas exactement comme de l'autoscaling Linux où on démarre en une minute ou deux. Maintenant, ce n'est pas les mêmes usages non plus. C'est pour du CI/CD, donc on peut se permettre de scaler un peu moins agressivement. D'accord, ok, merci. Donc ça passe par License Manager. License Manager, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on a été très clair alors. Merci à vous d'avoir assisté à cette session et puis bon summit. Merci.